Dans l'épisode précédent, Mathias trouve finalement son paradis. Il tombe sur un endroit où les moutons sont heureux et les bergers bien traités. L'estive approche à grands pas. Mathias et sa copine se préparent à faire leur première garde en montagne. Vous écoutez Inventer une montagne. Épisode 4. Vivre avec la montagne. On est entre épiphanie et désespoir dans la montagne. Puis on va à l'extrême des deux. On va vraiment à l'extrême des deux. Mais elle existe, l'épiphanie, le bonheur sur la cime, une belle journée, tu vois tout le col, tes moutons pâturent bien, t'as ton chien à tes pieds, t'as un bouquin. Ah, ça, c'est le bonheur de la montagne, mais t'as des moments de désespoir. Il y a eu entre la bergère et moi toujours un relais de support de l'autre dans la fatigue ou dans l'envie d'arrêter. C'est comme s'il y avait du support, mais il y avait surtout un relais. Il y a une montagne terrible qu'on a fait dans le Mercantour. On est parti après 2 ou 3 semaines parce que l'éleveur était complètement désorganisé. Vivre avec la montagne, des fois, c'est vivre avec les touristes. Puis il y a des bergers qui cherchent des montagnes sans touristes, ça existe. Puis il y a des bergers qui acceptent de travailler sur des montagnes avec touristes. Le touriste est de passage. Il cherche à visiter un univers pour le plaisir. C'est pas évident de se rendre dans les Alpes. La distance et la difficulté d'accès contribuent au caractère mythique de l'endroit. À force de fréquenter Mathias, j'ai l'impression de devenir touriste d'une montagne imaginaire. Une montagne inventée par Mathias lui-même. À force de faire des recherches sur les bergers, je réalise qu'il existe une industrie complète qui cherche à vendre une certaine idée du monde pastoral. Il y a la question des beaux livres. Des beaux livres sur le pastoralisme. Des bouquins immenses avec des bergers qui ont accepté de se faire photographier, des hordes de troupeaux, mais ça idéalise énormément le métier. Puis les bergers n'aiment pas beaucoup les beaux livres. Et en montagne, ils n'aiment pas beaucoup voir des photographes qui viennent prendre des photos de leurs troupeaux. Il y en a qui acceptent aussi d'être des superstars du pastoralisme, là, puis... Mais comme toi? Ben, d'une certaine façon, oui. Ouais, absolument, absolument. Oui. Mais les beaux livres ne donnent pas une vraie image de ce que c'est avec l'adversité. On ne va pas te montrer non plus dans un beau livre une brebis qui a la patte enflée, brûlante, qu'il faut que tu tailles à l'opinel pour la soigner. On voit pas ça. On voit pas ça, mais ça fait autant partie de la montagne que les moments contemplatifs sur la cime. Puis ça dépend de la période de l'année, ça dépend du rythme des saisons, ça dépend de la météo. En montagne, souvent à la fin de ce qu'on appelle l'estive, la période où les moutons sont en montagne, il peut pleuvoir 20 jours de suite. Kim McCraw, une des productrices du film, a eu l'énorme tâche de gérer le tournage de Berger. On vivait avec le vent, avec les orages. En plus, on était là pendant une période qui était très orageuse. C'est très dangereux. Toutes les scènes où on est dans la montagne, là, t'as pas d'endroit pour te protéger si l'orage, si le tonnerre, si les éclairs arrivent. Là, il y a des gens qui ont été foudroyés sur la même montagne pendant la même période où on tournait. Alors, t'en meurs, là, tu sais, c'est pas... Bon, moi, comme productrice, je vois la sécurité, en quelque part, de tout le monde. Je me sens responsable toujours de toute une équipe, puis je fais du mieux que je peux. Là. Je suis plus une experte de la montagne, mais on avait engagé quelqu'un
Une femme qui connaît la montagne, qui habite dans ce coin-là et qui fait du ski, de la randonnée à temps plein, qui est infirmière aussi. En regardant le ciel, elle pouvait dire « ça va tomber », puis on s'était bien dit avant d'arriver à la montagne, cette personne-là, on l'écoute. On se met pas à s'obstiner, pas à faire « je veux finir la prise, puis je veux qu'on... » Non. Je tenais à ce que tout le monde soit en sécurité s'il arrivait quelque chose, qu'on puisse courir aux voitures puis tout se protéger. Le cinéma, c'est de la magie, mais ça vaut pas la peine de se mettre en danger, ultimement. Hey, on fait des films, là. On sauve pas des vies partout. On fait juste des vues. Voici Félix-Antoine qui partage à Mathias son premier contact avec l'immensité de la montagne. Je me rends compte que le relief, c'est quelque chose qui me fait incroyablement du bien. Le relief d'un endroit, je fais « Ah, OK. » Le rapport à ton espace est différent. Puis ça, je m'en suis rendu compte quand je suis sorti puis que je suis revenu. C'est autre chose. Ça shape ton rapport à ton espace. Puis quand j'ai vu l'extrême escarpement des montagnes, j'ai fait « Wow! » OK. Puis tu sais, les bergers qui regardent leur troupeau avec des jumelles. Oui. Et ça veut dire que c'est loin, tu sais, fait que tu sais avec quoi t'évolues, c'est loin quand il faut que tu le regardes. Hey, t'as de l'espace pour toi, là. Tu sais, en ville, c'est pas ça, tu regardes au bord de la rue, tu vois, tout est tout de suite à côté. Puis là, soudainement, c'est autre chose, tu sais, c'est extrêmement vaste, c'est beaucoup moins carré. Fait qu'on dirait que ça a été le premier vertige de « Wow, je m'en vais vivre de quoi, là? Je m'en vais vivre quelque chose que j'ai jamais vécu. » Il n'y a pas de montagne qui est pareille, il n'y a pas un berger qui est pareil, il n'y a pas une dynamique berger-montagne. Mais un peu comme il y a des endroits un peu pourris et des endroits où ça travaille bien, et où c'est organisé, où c'est structuré, tu as des montagnes plus difficiles. Puis c'est un autre sens que je donnerais à inventer une montagne, c'est que tu as le pitch de l'éleveur. Qui, lui, te la vend. Il te vend sa montagne. Des fois, c'est honnête. Mais quand il y a du mal à trouver des bergers ou à les garder tellement la montagne est pourrie ou difficile ou que la cabane est pourrie puis que les bergers s'en vont parce qu'ils sont tannés de dormir dans l'humide, il te fait un pitch de sa montagne. Fait que... Le pitch, c'est drôle parce que c'est une pratique de publicitaire. On pitch pour convaincre quelqu'un. C'est pas un mensonge, mais c'est certainement une technique de vente. L'aventure a commencé avec Mathias qui faisait son pitch aux éleveurs. Et maintenant, les éleveurs font leur pitch pour vendre leur montagne. Comme quoi, Mathias a beau aller à l'autre bout de l'océan et changer de monde, il y aura toujours quelqu'un ou quelque chose pour lui rappeler l'omniprésence de la publicité. Comment tu qualifierais la différence entre vendre et raconter? Raconter la montagne, ça peut raconter ce qu'on a vécu, mais ce qu'on avait aussi peut-être idéalisé avant, c'est raconter ce qui est magnifique, puis ce qui est à la fois aussi difficile. Vendre la montagne, ben oui, je peux vendre le rêve de la montagne. J'ai peut-être aussi vendu le rêve de la montagne avec le roman, hein, même s'il y a, oui, mais il y a des bouts difficiles. C'était ça que je pensais un oui. peu. Tu sais, puis moi, j'ai lu des commentaires sur le micro-site de Radio-Canada, le combat des livres. Oui. Puis je sais pas si tu vendais la montagne, mais il y en a qui l'ont acheté, là. Oui. OK, je comprends. Tu comprends dans le sens où... on dirait que vendre, ça implique peut-être un mensonge. Oui, ben, pour moi, c'est connecté avec le marketing, c'est ça, je sais, mais j'entends ce que tu veux dire par vendre. Oui, ben, je l'ai vendu parce que malgré certains aléas de la première montagne, j'ai fait 7 montagnes. Des faciles, des moins faciles. Ouais. Une où on s'est sauvé après 2 semaines, parce que l'éleveur était complètement déglingué, puis il voulait qu'on tire le loup. Là. Il nous avait mis un fusil à cabane pour qu'on tire le loup. Non. T'as déjà vu un loup, toi, Dudu? Moi? Non. Mais tu peux être sûr que si je l'ose se pointer, il va égoutter à mon canon. Tu peux le tirer si tu le vois? Je te jure que je le tire. Moi, j'ai pas besoin qu'on m'octroie des permis pour protéger mes brebis, hein. Il a rien à faire ici, le loup. Peu importe ce qu'en disent les écologistes, là, dans leurs universités. Mais le loup, il fait partie de la diversité biologique. Rigole, on est contre le loup. Nous, on est des nomades. On suit l'herbe.
depuis des centaines et des milliers d'années. L'écologie, c'est nous. Avec nos troupeaux, là. C'est-à-dire, s'il y a une chose qui m'a marqué à jamais de cette aventure-là, c'est l'attaque de loup que j'ai vécue. Et si tu vas dans une rencontre de bergers, ben, un des sujets qui tourne puis qui revient, c'est un tel a été attaqué, ou un tel, ça a été catastrophique parce qu'il y a eu un dérochement. Les bergers, on parle obsessivement du loup. Donc oui, j'ai vécu une attaque de loup. J'ai perdu 130 brebis en une nuit, dont une trentaine que j'ai euthanasiées à l'Opinel. En tuant 130, le loup en a mangé 2, puis il a laissé le reste. C'était une meute. C'était une meute. Il y avait des jeunes louveteaux, puis c'était une leçon de chasse. Et ça, c'est pas fictionnel, là. Je parle de ce qui m'est arrivé. Le loup. Cette figure épouvantable, l'ennemi du berger. Mathias m'en a souvent parlé. Parfois en pleurs. Lorsqu'on plonge dans l'univers pastoral, on constate rapidement que le loup fait partie entière non seulement du mythe, mais aussi de la réalité du berger. En plus des prédateurs, une multitude d'autres facteurs rendent l'environnement alpin hostile aux troupeaux, aux bergers, mais aussi à une équipe de tournage. J'en ai discuté avec Sophie de Raspe, la réalisatrice. Est-ce que tu peux me parler d'un moment où, disons, la réalité de la montagne était comme difficile à négocier avec le cinéma? Bien, j'avoue que l'année qui a précédé, on était allé exactement à notre période de tournage, soit au printemps. À un moment donné, on s'était dit, on n'y arrivera jamais. Parce que trouver la bonne montagne, on voulait la montagne isolée aussi, mais en même temps qu'il y avait les facilités pour accueillir une équipe, minimum des pick-up, là, puis qu'on pouvait se transporter dans un temps raisonnable. Oui, raisonnable, qu'on allait pouvoir avoir à manger pour notre équipe, puis à qui appartient la montagne. Enfin, c'était une complexité immense. Puis, à qui appartient la montagne? Oui, parce que parfois elle appartient à une commune, parfois elle est privée, elle appartient à une personne, aux citoyens, à une ville, ou parfois elle appartient à plusieurs personnes. Il y a quand même le sentiment d'être suspendu un peu dans le temps puis dans l'espace, là, d'être dans la montagne, c'est d'être en retrait, en fait, du reste du monde, non? Ah oui, puis ça, c'est extraordinaire, là. Je me rappelle le dernier jour, là, le dernier repas qu'on prenait là, puis notre pause pour manger, bien, c'était comme de s'asseoir dans l'herbe puis de regarder loin, tu sais, dans les montagnes enneigées, les pics enneigés devant nous, alors qu'on est dans l'herbe puis les fleurs, puis... Tu sais, c'est quand même extraordinaire d'être là, puis bon, ça allait finir, tu sais, notre saison à la montagne. Un des bergers avec lesquels on a fait la transhumance, lui, il marche pendant 17 jours avec son troupeau, puis nous, avec notre équipe et Mathias, on a accompagné cette marche-là pendant quelques jours. On avait fait le repérage avec lui, les endroits qui nous paraissaient les plus parlants, puis là où est-ce qu'on allait aller. Mais lui, d'autres de ses collègues lui avaient dit « Mais dans quoi tu t'embarques? Tu sais, c'est quand même assez gros de son côté aussi. » Puis à la fin, il pleurait quand on se quittait, puis il disait « Oh, je ne regrette rien. » Eux nous ont tellement apporté, parce que c'est magique ce déplacement-là avec les troupeaux. En parlant de bergers qui pleurent,
Voici un enregistrement que Mathias a fait lors de sa dernière journée sur le plateau. La scène? Oui. Je braille depuis... Ça fait 2 semaines, tu pleures. Oui. Vous êtes rencontrés? Ben oui, Ouais. on a même discuté de moutons. Ouais. Merci pour tout, hein, Sophie. Je pleure depuis toute la... Merci. Très fort. Le bruit étouffé, c'est parce que Mathias et Sophie se serrent et écrasent le micro. Pleurer en arrivant. Non, mais c'est... ton dernier jour avec nous? Ouais, ben oui, parce que là, c'est la montagne jusqu'à demain. C'est certain que Mathias aurait aimé suivre l'équipe sur la montagne, mais la logistique là-bas est déjà tellement compliquée que la production a dû faire le choix de tourner avec une équipe réduite. Maintenant qu'on est dans la grande sincérité, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Je dois faire tomber le masque du personnage de Mathias Lefébure. Moi, ça fait... ça fait quoi, là? Ça fait quelques mois, là, pour vrai, qu'on se connaît. Qu'on collabore. Qu'on ouais. jase. Qu'on travaille ensemble sur ce projet-là de balado. Moi, j'ai lu ton texte, j'ai lu ton roman, j'ai lu un ramassis de pistes, j'ai, pour le balado, des pistes narratives, j'ai écouté tes entretiens. Puis là, j'apprends, là, qu'en fait, tu t'appelles pas vraiment Mathias. Ou du moins, initialement, tu t'appelais pas Mathias Lefébure. Non, c'est une coquetterie d'écrivain. C'est ça. Toi, t'as pris ton nom de plume. Ben oui, j'ai pris un nom de plume. Que tu portes dans la vie. Oui. Puis ça, c'est arrivé à quel moment? Au moment où j'ai publié D'où viens-tu berger, mon premier roman. Mais quand t'étais berger, en France, t'étais Mathieu ou t'étais Mathias? Ce qui est drôle en France, c'est que c'est de là qu'est venue la coquetterie d'écrivain de changer. Parce que, tu sais, Mathieu Lefebvre, t'as des joueurs de hockey, puis t'as des comptables. Tandis que Mathias Lefébure, tu as le seul et l'unique. C'est ça la coquetterie. Je pense que Mathias réduit l'importance de son nouveau nom. Selon moi, c'est beaucoup plus qu'une coquetterie. C'est littéralement une autre personne. Je réécoute mes entrevues avec les gens qui ont connu Mathias et je réalise qu'ils parlent parfois de Mathias et parfois de Mathieu. Dès le départ, j'ai fait face à un piège. Est-ce que j'essaie de trouver ce qui est vrai pour Mathias ou pour Mathieu? Est-ce que c'est possible d'esquisser la ligne qui sépare les deux identités? Est-ce la montagne ou l'écriture qui a donné naissance à Mathias? Qu'est-ce qui reste après avoir quitté le troupeau? La majorité des bergers que je connais, après la montagne, après l'estive, là, quand on s'est tapé, puis souvent en septembre, octobre, on se tape de la pluie, on se pourrit les pieds, on se tape des orages. C'est bon. J'ai fait mon trip. Parce qu'à la fin de l'été, on est écœuré de l'orage, on est écœuré des ententes bêlées, on est écœuré que pètent les filets, on est écœuré de bien des affaires. Comme c'est bon, c'était ma dernière montagne. Et on retournait à autre chose. Dans mon cas, je retournais à l'écriture, je retournais même à des boulots alimentaires pour faire le pont. Puis on est 3 mois, 4 mois passent, puis tu te dis... Ah, finalement, les brebis, je les aime. Puis t'as ton chien. Ma chienne, c'est une border collie, Plume. Dans le film, elle s'appelle Ola. Mais dans la vie, elle s'appelait Plume. Elle est morte, paix à son âme. Mais elle, quand on revenait de la montagne, elle faisait une dépression. Puis là, Berger commence à se dire, pas dans le fond. C'était pas si pire que ça, la montagne. C'est à ma première descente de montagne qu'une partie de mon cerveau, celui de la mémoire ancienne qui guide les instincts, me dit que j'ai créé une rupture. Ola, à droite! À droite, Ola! Je n'avais jusque-là pas encore réalisé que nos corps appartenaient désormais à la montagne. Encore! Nos corps entiers. Âme,
et organes, comme ceux des animaux. En quittant la bergère et le troupeau, une brèche s'ouvre dans la symbiose qui s'est installée depuis la transhumance. Il y a du monde qui m'ont demandé, quand on était sur le plateau, des artisans du film, sur le plateau de tournage, ils m'ont dit, ben là, toi, t'as fait berger, puis après ça, t'es revenu chez Cossette. Je dis, ben non, je suis pas revenu en pub, j'ai jamais fait ça. Je suis reparti in and out berger, comme à l'instar de nombreux autres bergers. Ils te pognent un petit rush. Puis j'allais sur Internet, voir la bourse emploi des bergers, puis j'appelais à l'international un éleveur. Là, je reprenais mon accent provençal, parce que là, j'ai mon accent québécois, évidemment, quand je suis ici, mais moi, je change d'accent. Ah oui, je cherchais un berger. Oui. Puis la première question qu'un éleveur te pose au téléphone, c'est « T'as un chien? » Ah oui, j'ai un chien. Et j'appelais la copine avec qui je suis en très bon terme encore, mais on faisait plus ce métier-là en couple. On n'était plus en couple, mais c'est elle qui s'occupait du chien en Provence. Je disais, « Hey, est-ce que je peux aller prendre Plume? » Puis elle disait, « Oui, pas de problème. » Je dis, « OK, ben j'ai acheté un billet d'avion pour demain. » Puis ça, je l'ai fait 8 fois. 7, 8. C'est quand la dernière fois? La dernière fois, c'est peut-être il y a 7-8 ans. Mais j'ai fait à plusieurs reprises. Puis là, moi, j'avais mes droits d'auteur, fait que je disais à mes colocs, j'ai toujours vécu en colocation un petit peu bohème, gardez ma chambre, puis je vous paye le loyer. De toute façon, une fois l'avion payé, je vais avoir mon salaire de berger là-bas. Là, puis, c'était tout le temps sur un coup de tête. Et la plupart des bergers que je connais ont ce lien-là d'aller-retour avec le métier. Montagne! Veux-tu nous épouser? Dis oui! Nous aussi! Oui! Être berger, c'est une question de passion, mais c'est aussi une question de vocation à un certain niveau. Moi, je me demandais si ça, c'est un parallèle que tu as vu un peu avec être cinéaste, d'une certaine manière, en fait. Ah, oui. Vers la fin, je suis assise justement avec Félix-Antoine, le comédien, qui joue Mathias, donc qui fait un berger. Puis moi, ça fait des années que je travaille quand même là-dessus. Puis on est assis en haut de la montagne, puis on regarde le troupeau plus bas. Puis il y avait aussi notre équipe qui était un peu dispersée dans la montagne. Là. Justement, on était en pause. Puis là il me dit, toi, est-ce que tu rêves de faire ça? Est-ce que tu ferais ça, tu sais, être bergère? Fait que là, j'ai dit, non, je rêve pas d'être bergère. Mais je suis quand même dans mon rêve, là. C'est d'être en train de faire un tournage ici, tu sais, d'être dans ce milieu, d'être avec des bergers, d'être avec un troupeau, mais d'être avec une équipe, puis de raconter cette histoire-là, je suis dans mon rêve. Ça fait que, oui. J'ai pas la vocation bergère, mais la vocation faire des films, ouais. Les rayons de lumière blanchissent les pinacles, vidés de leurs moutons. Dans un long silence, la bergère se retourne vers moi, au milieu du vide. Alors, bergère, on part pour où? Maintenant qu'on nous a propulsés hors du paradis. Pour savoir ce qui se passe après avoir été propulsé hors du paradis, je vous invite à écouter le dernier épisode, L'écho du sommet.